Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci de nous avoir rejoints dans cette session sécurité, identité et conformité avec AWS, qui va être animée par Monsieur Ousseynou Diour, donc de AWS. N'hésitez pas, si vous avez des contributions, vous pouvez les mettre sur le chat. Il y a également l'onglet Question and Answer que vous pouvez utiliser justement pour poser vos questions. Que M. Ndiour aura le plaisir de répondre à la fin de sa présentation. Donc, sans plus tarder, je vais passer la main à M. Ousseynou, voilà, pour qu'il démarre sa présentation. Ousseynou, vous avez la main. Merci Khalidou. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer la session sur la sécurité, l'identité, conformité avec AWS. Donc, rapidement, pour l'agenda, on va rapidement balayer tout ce qui est modèle de responsabilité partagée, qui est assez important au niveau d'AWS, avant de plus s'appesantir sur tout ce qui est souveraineté des données et protection des données. Donc, sur l'aspect protection des données, on va un peu parler du chiffrement au repos. Et qui sera la partie, je vais dire, un peu juste technique, mais bon, sans trop, j'ai essayé de faire de telle sorte que ce soit de manière high level pour les débutants, plus sûr. Et on va juste faire un overview du chiffrement en transit. Donc, rapidement, juste pour me présenter, moi, c'est Hussein Ndiour, je suis expert cybersécurité au niveau d'AWS, Public Sector sur Paris. Donc, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le chat ou n'hésitez pas à me couper, il n'y a pas de souci. Mais c'est une formation assez concise, donc je vais essayer des fois d'aller rapidement sur certaines choses que je vais juger moins importantes, si je peux le dire ainsi. Et sur d'autres choses, je vais essayer de passer plus de temps. Donc, avant de démarrer, parlons rapidement du modèle de responsabilité partagée. Donc, sur AWS, les rôles et les responsabilités liées à la gestion de sécurité nécessitent une prise de conscience partagée entre les deux parties, c'est-à-dire les clients et AWS. Donc, pour faire très simple, AWS, il est responsable de la protection de l'infrastructure, exécutant tous les services proposés dans le cloud. Et cette infrastructure, c'est tout ce qui est matériel, logiciel, tout ce qui est data center au niveau d'AWS. Et le client, il est responsable, la responsabilité du client sera déterminée en fonction des AWS Cloud Service. C'est-à-dire que ça dépendra de ce que le service que le client va choisir, que ce soit EC2 ou entre autres. Ces services détermineront le niveau de configuration que le client devra effectuer dans sa responsabilité en matière de sécurité. Par exemple, un service comme Elastic Compute Cloud, c'est-à-dire EC2, est placé dans la catégorie Infrastructure as Service. Et dans ce sens, par exemple, le client aura à gérer tout ce qui est configuration de sécurité, tâches de gestion nécessaires et entre autres. Donc AWS propose 3 modèles de responsabilité partagée différents. Donc, on a Déjà, il y a certains slides, j'ai voulu les laisser en anglais, mais bon, je vais essayer de traduire du plus possible en français. Donc, on a tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est infrastructure service, tout ce qui est conteneur et tout ce qui est abstrait, les services après, qui implique ainsi, comme vous le voyez, différents niveaux de responsabilité entre les clients du cloud et AWS. Donc, rapidement, par exemple, les services d'infrastructure, AWS est responsable de la sécurité du nuage, ce qui inclut donc la pile d'hyperviseurs de manière globale et en dessous. Donc, le client est responsable, par exemple, de la sécurité dans le nuage, c'est-à-dire tout ce qui est système d'exploitation, EC2, EBS. Et par exemple, pour les services de conteneurs, ce modèle se concentre plus sur les services qui résident essentiellement au-dessus des services d'infrastructure. Donc, ce qui signifie que le client n'a pas accès à certains composants au niveau de l'infrastructure. Donc, on peut prendre l'exemple
Elastic Beanstalk ou ADS que les gens connaissent plus comme base de données. Donc, pour les services abstraits, donc ce modèle, il conserve le niveau de sécurité qu'AWS doit gérer à partir des deux modèles différents, mais en plus, il ajoute le cryptage côté serveur, comme vous le voyez, avec la protection du trafic réseau. Donc, pour ce cas de figure, on peut citer S3 qu'on connaît et DynamoDB. Donc, les données du client, de manière globale, comme vous le voyez sur le Trust Service, le client doit assurer lui-même la sécurité des données qu'il importe ou bien qu'il crée dans son environnement AWS de manière générale. Donc, par exemple, toutes les données sur les volumes EC2, que ce soit éphémère ou persistant, c'est à lui de gérer ça. Donc, si on prend l'exemple, si on prend l'exemple pour tout ce qui est protection du trafic, donc lorsque le trafic est envoyé vers ou depuis votre interface EC2, donc vous pouvez configurer le cas échéant. Donc c'est à vous de déployer ou de configurer, par exemple, si vous prenez EC2, d'activer le protocole SSL ou HTTP. Donc rapidement sur la souveraineté de données. Une phrase importante pour AWS, c'est-à-dire que nos clients veulent la souveraineté des données sans compromis sur les bénéfices du cloud AWS. Donc, on va essayer d'expliquer ça à travers différents phases. Donc, il est important de savoir qu'il y a une définition unanime, qu'il n'y a pas de définition du moins unanime de la souveraineté. Donc, l'idée principale, juste pour vous donner un overview, c'est que les clients doit être maître de son destin au niveau du cloud, ou doit avoir une autonomie stratégique. Donc, personne ne dicte au client les choix à faire. Mais pourquoi la souveraineté ici? C'est qu'il n'y a pas de souveraineté. Pourquoi je parle de souveraineté? C'est qu'il n'y a pas de souveraineté sans sécurité. Donc, la sécurité est primordiale. Et donc, globalement, quand on revient à la souveraineté ou autonomie stratégique, il est important de parler de ces 4 points. De ces 4 points primordiaux. Donc, qui a le contrôle sur les données? Donc, c'est une question qui revient souvent avec les clients. Donc, les clients conservent l'entière propriété de leurs données du début à la fin. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le modèle de responsabilité partagée, moi ou les autres employés d'AWS, nous n'avons pas l'accès aux données du client. Donc, la deuxième chose est que vous contrôlez la localisation de vos données et donc le pays et la région avec où sont-elles stockées et traitées. Donc, vous pouvez choisir sur AWS la région et tout. Et AWS ne déplace pas les données parce que c'est super important de savoir que AWS n'a pas le droit de déplacer les données. Aussi, il y a le fait de est-ce que le client peut changer de solution quand il le souhaite? Oui. Parce que la souveraineté est la possibilité de pouvoir changer de solution et donc la notion de réversibilité qui est vraiment essentielle. La réversibilité contractuelle, vous l'avez aussi avec AWS, de par les contrats et entre autres. Vous pouvez aussi partir ou récupérer vos données quand vous le voulez chez un autre fournisseur, cloud ou entre autres. Donc après, la question qui revient dans certains clients, c'est est-ce que si je déplace mes données chez d'autres fournisseurs, par exemple de services, est-ce que les données vont continuer à fonctionner sur d'autres technologies ou entre autres? Donc, étant donné que la majeure partie des services à AWS plébiscitent les solutions open source, donc AWS veille à ce que les clients aient cette souveraineté et que la plupart des services d'AWS soient basés sur du open source. Donc, ce qui offre un mécanisme de réversibilité technique assez important. Donc, le dernier point, c'est comment bénéficier des meilleures technologies pour innover et créer de la valeur. Donc, le plus important, pour terminer, est de bénéficier des meilleures technologies. Donc, AWS fait de telle sorte, met à disposition les meilleures technologies pour permettre aux clients de créer de la valeur, mais aussi d'innover, ce qui est important. Donc, maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans la conformité en essayant de couvrir en large chaque de questions des clients. Donc, si vous avez d'autres questions, juste vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou entre autres. Donc, alors, globalement, on revient aux 3 piliers de confiance, on l'appelle sur AWS. On a l'aspect juridique, les certifications qui est important et les contrôles. Donc,
Avant de commencer, juste une précision pour certains juristes ou affaires de conformité. Je ne suis pas juriste, donc des fois, je vais dire certains notions ou concepts avec mes propres mots. J'ai envie, désolé pour certains, mais c'est juste dans le but de simplifier au maximum les concepts. Donc, globalement, j'ai plus eu à travailler déjà avec la RGPD qui est une des questions qui revient très souvent avec les clients et le post-SREM 2. Donc, Adobe a publié un certain nombre de documents complémentaires face au post-SREM. Donc, ces engagements, pour faire simple, tournent autour de 2 points. Donc, Adobe, il s'engage à contester toute décision d'un juge, quelle que soit sa nationalité, si la loi est en conflit avec les lois de l'Union européenne. C'est-à-dire, pour faire simple, si vous avez un souci et que un juge demande vos données sur Adobe va au maximum contester cette décision pour ne pas donner vos données au juge ou à la justice. Et secondo, c'est que quand, dans le cas où Adobe il est obligé, dans le cas dans un fort cas, par exemple, ça peut être un cas de terrorisme, entre autres, et il est obligé de donner les données clients. Donc, Adobe, il s'engage à fournir le strict minimum, parce que le mot strict est super important ici. Donc, il s'engage à juste fournir le strict minimum. Donc, voilà, en gros, depuis septembre 2021, Adobe a intégré toutes ces clauses contractuelles type de la Commission européenne. Et vous n'avez rien à faire globalement par rapport à ça. C'est déjà inclus. Donc, l'autre aspect, autre élément, c'est que vous choisissez où vous stockez, vous choisissez où stocker les données. On en a parlé tout à l'heure, mais la question qui revient aussi, c'est la question des transferts de données. Donc, par exemple, si la donnée est stockée à Paris, est-ce que l'opérateur consulte la donnée? Est-ce que l'opérateur peut changer ou autre? Donc, un aspect important, c'est que si la donnée est stockée à Paris et que l'opérateur consulte la donnée depuis son écran, par exemple sur Dakar, juridiquement, c'est considéré comme un transfert parce que c'est quelque chose que des fois les clients n'ont pas connaissance ou n'ont pas conscience et c'est important. Donc, depuis juillet 2021, si je ne me trompe, depuis juillet 2021, oui, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été publiés et les services, il y a les services ont été séparés, les services AWS ont été séparés en 3 grandes listes. Donc, globalement, on a les services régionaux, donc c'est les services dont les données sont stockées dans une région AWS. Ils sont gérés, ils sont processés dans cette région. Et avec une colonne, maintenant, j'ai mis il y a certains codes QR que vous pouvez scanner pour aller sur les documents. Et donc, dans le document officiel, vous allez voir une colonne attestant qu'il n'y a pas d'accès à distance à ce service. Donc, c'est les services classiques, EC2, Lambda, etc. En deux, il y a les services, il y a la liste des services d'intelligence artificielle qui sont prêts à l'emploi. Donc, sur ces services-là, il peut y avoir un transfert de données vers les USA dans le but d'améliorer éventuellement les services d'IA, mais c'est un transfert que vous pouvez refuser parce qu'il y a un mécanisme d'opt-out qui permet de manière globale en cyber de refuser le transfert. En trois, on a ce qui est services globaux, c'est-à-dire tout ce qui est plateforme, restructuré. Donc, il y a un transfert en dehors de la région et en dehors de l'Europe parce que c'est des services globaux et c'est une partie intégrante même du service. Donc, ce canevas, avec la liste de ces avec ces 3 grandes listes, ce canevas vous permet d'avoir une vue globale en matière de protection des données, mais aussi les caractéristiques de location et de transfert des données. Donc, si on revient à proprement dit sur la RGPD et son application dans le cloud, donc, la RGPD appelle chaque industrie à rédiger un code de conduite. C'est-à-dire un code de conduite, son but est de décliner en détail ce que signifie appliquer la RGPD, en l'occurrence dans le cloud. Donc, ce code de conduite, il a été rédigé par l'association CISPI, qui est une association, pour faire simple,
d'opérateurs cloud en Europe, dans lequel AWS fait partie. Donc, 6 juin, c'est l'exemple du code de conduite publié en juin 2021 et validé par la CNIL parce que c'est 2 modes proposés, à savoir une autodéclaration. On a 2 modes proposés par la CNIL. C'est qu'on a une autodéclaration. On peut faire une autodéclaration ou bien on peut faire un audit formel avec un auditeur tiers AWS a choisi. Donc, à ma connaissance, 52 services ont été déjà conformes, donc vous donnant les éléments nécessaires pour être engagés sur la RGPD. Donc, aussi, une mention que je voudrais faire, c'est que la RGPD est assez complète et je ne maîtrise pas, par exemple, pour la protection des données personnelles sur l'Afrique de l'Ouest en général. Mais en général, il y a beaucoup de choses qui reviennent de manière globale. Et voilà. Donc, j'ai juste passé, avant d'aller passer sur les certifications et ses conformités, je vais juste rapidement mentionner le Cloud Act, qui est une chose super importante et que les clients demandent. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, le Cloud Act est tout ce qui touche aux communications électroniques, donc, et plus loin au criminel même. Donc, une mention importante, comme le stipule ce document, c'est le déchiffrement. Donc, comme le Cloud Act et avec AWS, quand un juge demande, comme on l'a dit, demande vos données, AWS, après contestation, doit lui fournir le minimum de données sans aucun acte d'arrière. C'est-à-dire, ce qui veut dire que quand vous avez chiffré vos données sur AWS va donner les données au juge de manière chiffrée. Donc, il ne va pas les déchiffrer pour le donner au client parce qu'AWS même n'a pas les clés, n'a pas à disposition les clés hautes. Donc, il va juste donner les données chiffrées au client, au juge, et le juge ne pourra pas donc déchiffrer les données. Donc, ici, le message important, c'est apprenez à chiffrer vos données, que ce soit avec KMS, qui est peu coûteux et qui est simple. Donc, après, il y a la cryptographie homomorphe sur le cloud qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Mais globalement, apprenez à chiffrer vos données. Donc, on a beaucoup parlé juridique, mais dans un second aspect important, c'est les certifications. Donc, les certifications, c'est des engagements pris par AWS, donc au-delà des auditeurs qui viennent assurer que ces engagements sont respectés en regardant les logs, les data centers. Donc, ils ont accès à tout pour vérifier en termes de sécurité ce qu'on fait. Donc, il faut savoir qu'il y a des certifications, il y a des attestations, des certifications, il y a 3 grandes listes. Il y a les certifications et attestations. Donc, ici, on a l'ISO 27001 qu'on connaît, HTS pour la santé, les FIPS, les PCI-DSS, SOC 1, SOC 2, SOC 3, etc. Donc, il y a les lois et les réglementations, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a la RGPD, il y a le HIPAA pour la santé toujours. Et il y a le Privacy Act et il y a des cadres. Donc, quand on parle de cadres, on a l'NIST, par exemple, on a les CIS. Donc, c'est tous ces données, vous pouvez retrouver ça, les rapports de données sur AWS Artifact. Donc, pour les certifications, rapidement, AWS, il a plus de 1800, si je ne me trompe, points de contrôle. Mais juste, il y a un point de contrôle qui est assez important et qui revient souvent avec les clients, c'est le contrôle 3.5, donc qui est primordial. Ce contrôle, il dit que vous pouvez regarder, mais il dit que personne n'a accès aux données à défaut que vous lui donnez explicitement l'accès. C'est comme on l'a dit. C'est pour dire que même il inclut les employés de AWS ou le support de AWS, entre autres. Donc, même si vous voulez que AWS vous dépende ou s'il y a un souci, AWS n'a pas accès à vos données. Donc, vous devez créer, soit par IAM, les rôles, etc., ou sur votre identity provider, des accès pour les données aux employés AWS. Mais nous n'avons pas accès aux données AWS. Donc, on va finir par le 3e pilier qui est à savoir les contrôles avec les chiffrements. Donc, comme vous le voyez sur AWS, le chiffrement, il est omniprésent. Il est ubiquitous, comme on dit. Il est présent partout maintenant au niveau de AWS. Donc,
la protection des données maintenant est super important. Donc, il est important de maintenir la confidentialité des données, l'intégrité à grande échelle, qui ne doit pas être aussi un fardeau, mais aussi la disponibilité des données. Donc, confidentialité, intégrité, disponibilité pour faire très rapidement, ce qui sont les 3 piliers de base de la sécurité même. Donc, la confidentialité, c'est le fait que seules les personnes habilitées doivent pouvoir voir les données. Donc, les données peuvent être confidentielles en étant chiffrées et que seules les données habilitées les personnes habilitées du moins ont la clé. Mais il y a aussi les notions d'intégrité, c'est-à-dire empêcher la corruption et la modification non autorisée des données, que la donnée ne soit pas modifiée. Donc, les données doivent être intègres, donc on peut les hacher par exemple pour faire ça ou entre autres. Et aussi, une notion importante, c'est la disponibilité. Donc, les données doivent être disponibles à tout moment. Donc, les données peuvent être disponibles et ne pas aussi répondre à des exigences de conformité. Donc, il faut essayer à minimum d'avoir ces 3 piliers de la sécurité. Donc, pour faire simple, si on l'applique à des services, par exemple, de stockage, on a pris l'exemple de S3, EBS, EFS. Donc, par exemple, la confidentialité sur S3. Excusez-moi. Sur S3, c'est l'autorisation de lecture et d'écriture des objets. IAM, par exemple, et tout, par exemple, le maître de maître, MFA, etc. La disponibilité, par exemple, c'est le fait de pouvoir mettre en place la réplication internationale sur S3. Donc, cela permet, par exemple, le versionnage, entre autres. Et l'intégrité, par exemple, c'est l'intégrité des objets assurée automatiquement au niveau du S3 avec certaines protections. Donc, globalement, c'est ces 3-là que j'ai tenu à mettre sur la diapo. Vous pouvez après regarder ça, tel reposé. Et j'ai aussi voulu présenter certains services pour les contrôles. Donc, il y a Amazon Guard Duty. Donc, Amazon Guard Duty, globalement, il simplifie la surveillance continue de vos comptes et charges de travail sur AWS. Donc, ainsi que vos données stockées, par exemple, chez Amazon S3 dont on vient de parler. Donc, le niveau de base de Guard Duty est conçu pour fonctionner, par exemple, de manière très indépendante de vos ressources. Il n'aura aucun impact, par exemple, sur les performances de vos ressources ou bien la disponibilité, ce qui est super important. Donc, le service, il est entièrement géré avec l'intégration, par exemple, des renseignements sur les menaces et tout que AWS a mis en place. Il y a aussi la détection des anomalies qui se fait par le machine learning. Les clients ils demandent souvent comment ça se fait, mais ça se fait par les algorithmes de machine learning et l'analyse globale de logiciels malveillants. Donc, il y a Amazon Messi. Amazon Messi, il permet d'identifier et de protéger vos données sensibles à grande échelle. C'est-à-dire, c'est un service de sécurisation des données. Identifier les données sensibles, c'est important de mentionner ça. Aussi, à l'idée du machine learning et de la comparaison, par exemple, de séquences pour fournir une visibilité sur les risques, par exemple, relatifs à la sécurité des données. Mais aussi, il permet une protection automatisée contre ces risques, de manière très automatisée. Donc, avec Messi, vous pouvez ajouter des types de données personnalisées que vous voulez identifier en utilisant ce qu'on appelle des expressions régulières. C'est pour aider Messi à identifier les données sensibles, exclusives ou bien uniques juste pour votre entreprise, pour votre format. Donc, par exemple, juste vous pouvez avoir un format spécifique pour vos identifiants d'employés, par exemple, un des formats possibles est, par exemple, d'avoir une lettre majuscule qui définit une personne qui est un employé à plein temps ou à temps partiel, ou bien suivi d'un tiré, suivi de, par exemple, 8 chiffres, tu vois, pour un employé à temps partiel. Donc, ces types de données sensibles personnalisées sont propres à chaque client. Donc, elles ne sont pas partagées, il n'y a pas de convention internationale unanime. Donc, c'est au client par client. Donc,
les clients, ces types de données peuvent être, vous pouvez mettre en place des expressions linéaires pour juste identifier ces différents types de données. Donc, pour le chiffrement au repos, globalement, avant, j'ai essayé d'aller plus vite pour le reste des slides. Donc, avant d'aborder les fonctions spécifiques de chiffrement et de gestion des clés dans AWS, examinons globalement rapidement comment le chiffrement des données et la gestion des clés sont généralement mis en œuvre. Donc, une clé de données symétrique, il est généré, par exemple, de manière globale à partir d'un logiciel ou d'un matériel. Donc, les clés symétriques sont préférables de manière globale aux clés, on me demande souvent ça, aux clés asymétriques, parce que lorsque vous souhaitez crypter, parce qu'ils sont plus rapides, globalement, et dépendant des détails de données arbitraires. Donc, la clé est utilisée, par exemple, avec un algorithme de chiffrement comme AES, qu'on utilise souvent, et les textes chiffrés, et les textes qui est chiffré et le résultat. Donc, on a ça. Mais qu'en est-il de la clé symétrique que vous venez d'utiliser? Donc, vous ne pouvez pas la stocker avec les données cryptées. C'est ce qu'on appelle l'encryption. Je ne sais pas trop comment le traduire en français. Donc, vous devez protéger cette clé d'une manière ou d'une autre parce que pour le chiffrement symétrique, c'est important, la clé est super important. Donc, la meilleure pratique ici, ou bien une des bonnes pratiques, consiste à chiffrer la clé elle-même, la clé des données, avec une autre clé. Donc, appelée clé de chiffrement. Donc, cette clé peut être aussi symétrique ou bien asymétrique dans ce cas. Vu que c'est une clé, ce n'est pas des données qu'on utilise. Mais elle doit être forcément, ou bien en général, elle doit être dérivée ou stockée dans un système distinct. C'est mieux de celui dans lequel vous traitez vos données pour avoir une meilleure protection. Après avoir chiffré la clé des données avec les clés de chiffrement, vous pouvez stocker le texte chiffré résultant avec des données chiffrées si vous voulez. Donc, après, pour la clé de chiffrement, on a parlé de la protection, comment la protéger. Donc, vous pouvez répéter le processus d'enveloppement de cette clé avec d'autres clés autant de fois que vous voulez, tu vois. Mais à un moment donné, il faudra être en mesure d'accéder à cette clé en clair pour pouvoir faire le déchiffrement. Donc, Ousseynou, je ne sais pas si on peut accélérer un peu. Il nous ouais. reste 5 minutes, voilà, pour passer aux questions-réponses. Désolé. Allez. OK. Donc, bon, ça, c'est les considérations principales à prendre en compte lorsque vous chiffrez, à savoir où sont stockées les clés, où les clés sont-elles utilisées, qui peut utiliser les clés et les garanties d'une sécurité adéquate. Donc là, globalement, il y a le chiffrement côté client. Donc, vous pouvez chiffrer vos données avant de les soumettre au service. Ainsi, le chiffrement côté serveur. Donc, avec des chiffrements inclus pour certains services, AWS, S3, entre autres. Donc, pour vous aider, il y a le KMS, qui est un service géré que vous êtes à créer, à contrôler plus facilement les clés avec des opérations cryptographiques sur AWS. Vous pouvez regarder ça plus amplement sur AWS. Donc, juste avant de terminer, il y a la certification FIPS 142, qui est la référence pour valider l'efficacité juste du matériel cryptographique. Donc, si un produit, par exemple, dispose d'un certificat FIPS 2, vous savez qu'il a été testé et formellement validé par les gouvernements américains et canadiens. Donc, je vous ai mis un tableau récapitulatif des différents types de gestion des clés et tout, avec la création, la rotation, la suppression et le temps d'application. Donc, il y a HSM maintenant qui vous permet maintenant d'avoir, qui est un module qui complète des solutions de protection des données existantes et vous permet de protéger vous-même vos clés de chiffrement dans des HSM, c'est-à-dire des appliances conformes au gouvernement ou autres. Et c'est plus les personnes ou les entreprises ou les gouvernements qui ont besoin d'avoir les clés au niveau de leur bâtiment ou autre. Donc, en général, c'est eux qui utilisent plus ça. Donc, aussi, j'ai mis une comparaison que vous pouvez lire après
Il y a aussi le SNLK Store qui est sorti, qui est une nouvelle fonction destinée aux clients pour protéger les données à clé de chiffrement stockées. Donc, c'est une feature qui est sortie l'année dernière, si je ne me trompe, au niveau du Linvan. Vous pouvez aussi regarder ça et tout. Donc, c'est pour le plus, pour faire simple, pour stocker en dehors du nuage AWS bouclé. Donc, il y a pour le chiffrement en transit, c'est un service qui vous permet de provisionner avec AWS Certificate Manager et gérer et déployer facilement des certificats TLS, que ce soit sur vos Elastic Load Balancer ou sur plateforme. Donc, globalement, c'est ça, c'était juste une overview des services que AWS peut proposer. Il y en a plein d'autres. Donc, merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions. Merci beaucoup, Senou, pour cette belle présentation. Tu nous as vraiment épaté avec la sécurité, l'identité et la conformité avec AWS. Alors, il y a un certain nombre de questions, mais je vais prendre plaisir de te les transmettre. Alors, il y a un data center AWS à Le Cap. Est-ce qu'il est prévu d'en construire dans une autre région en Afrique? Voilà, donc ça, c'est une question de Laurent Treillard. Vous pouvez répéter la question, je vais noter. Il y a un data center AWS à Le Cap. Est-ce qu'il est prévu d'en construire dans une autre région en Afrique? Pour les data centers, pour la création des data centers, c'est plus en fonction, ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc, ça dépendra du besoin des clients, du nombre de clients qui utilisent ça et autres. Donc, en fonction de la région, que ça peut être Dakar ou autre, ça dépendra plus de la demande et tout. Donc, si on voit que, par exemple, ceux de Dakar, ils ont vraiment, vu le nombre de clients, on a vraiment besoin d'un data center, donc ce sera étudié au niveau de AWS. Et en fonction de ça, c'est là qu'AWS prendra la décision ou non de mettre en place ces data centers. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, pour la deuxième question, selon votre expérience du terrain, avez-vous rencontré des difficultés sur la politique de gestion des données des entreprises qui sont méfiants vis-à-vis de leurs données? Oui, c'est assez récurrent, mais c'est pourquoi j'ai tenu à préciser ou à commencer avec la responsabilité partagée. Donc, AWS, il se délaisse de cet aspect, c'est-à-dire parce que AWS, il n'a pas accès proprement dit aux données du client. Et même quand on travaille avec des clients, on n'a pas, public sector, je prends l'exemple de public sector, on n'a pas accès à l'environnement de production du client, même quand on implémente des services en code. Donc, pour faire court, il est important de rappeler la responsabilité partagée de manière très globale à travers les trois types de piliers. Donc, c'est les clients qui sont à la charge de gérer ces données. Excellent, c'est nous. Alors, pour une autre question, là, il s'agit de Mamadou Fofana qui travaille dans un centre de santé. Oui. Donc, il a actuellement une application en on-prem, ok, et il hésite à justement le déployer sur le cloud à cause de la politique de données médicales. Donc, qu'est-ce que tu pourrais lui donner en termes d'advice? Si j'ai bien compris, il travaille pour un centre de santé avec un logiciel médical qui est actuellement en premise et il voudrait soit AWS. Tout à fait, oui. Après, comme on dit, là, pour une migration, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pas juste l'aspect sécurité qui est super important. Donc, pour l'aspect sécurité, j'ai tenu à j'ai parlé par exemple des HIPAA, d'AGS, qui sont des cadres et des réglementations en lien avec la sécurité. On travaille aussi avec des organismes qui sont... J'ai personnellement travaillé avec les Nations Unies sur ce genre de problématiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est juste qu'il y a un ensemble de best practices à mettre en place. Donc, c'est toujours
bien de migrer sur le cloud, mais je pense que la question est plus large dans la mesure où faudrait regarder c'est quoi votre plus-value d'aller sur le cloud et autres. Après, si la question c'est plus au niveau, est-ce que vos données médicales sont chiffrées et tout, je pense que les données médicales de manière globale partout dans le monde, fait partie des données les plus réglementées, donc au niveau du cloud. Et Adobe, il va gérer, par exemple, tout ce qui est accréditation, AGS, HIPAA. Et par exemple, si vous avez besoin euh, d'une réglementation qui n'est pas, par exemple, présente sur l'artefact et tout, Adobe peut essayer d'aller regarder ça pour vous et de venir. Donc, après, c'est à vous de chiffrer vos données, que ce soit avant de les mettre sur le cloud ou après l'avoir mis dans le cloud. C'est ça. Merci Ousseynou. Alors, il y a d'autres éléments qui sont apparus sur le chat, notamment des questions relatives à la législation en Afrique. Oui. Est-ce que tu peux en toucher quelques mots? Pour la législation en Afrique, je n'ai pas voulu trop me prononcer dans la mesure où je n'ai jamais vraiment travaillé en Afrique sur l'aspect légal. Donc, après, si je peux juste parler rapidement, par exemple, je prends le cas du CAP, vu qu'on a parlé du CAP. Donc, le CAP, par exemple, il y a la loi sur le POPIA, c'est la loi sur la Protection Personal Information Act, tu vois, qui régule la collecte, l'utilisation et le traitement des informations collectées sur une personne, par exemple, physique, vivante, identifiable au niveau de l'Afrique du Sud et ou dans le cas échéant, une personne morale. Donc, c'est quelque chose qui est contrôlé et respecté. Et c'est par exemple une des choses qu'Adobe, en mettant par exemple en Afrique du Sud, comment dirais-je, ce data center, comme on l'a dit, il a tenu en compte ça. Et donc, pour dire qu'en Afrique, ça dépendra des pays aussi, parce que les lois diffèrent en fonction des pays et autres. Donc, globalement, l'idée est que ce qui a retenu, c'est que si Adobe, par exemple, va implémenter ça, donc, il va regarder les lois qui régissent les pays et en fonction de ça, il va pouvoir prendre les mesures ou voir si l'artefact, sur l'artefact, s'il y a lieu de faire un audit pour être conforme par rapport à ça ou non. Mais je ne peux pas plus m'appesantir sur les législations de manière globale en Afrique. Après, je peux regarder, la personne peut m'envoyer un chat ou autre. Après, je peux regarder en interne le pays ou ce qu'il veut concrètement et je peux lui revenir. Il n'y a pas de souci pour ça. Excellent, Ousseynou. Je crois que c'est tout pour les questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec Ousseynou justement si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport au sujet qu'il a eu l'honneur de nous présenter. Donc, il y a des salons qui sont disponibles. Vous pouvez le rejoindre à la table des speakers. Un grand merci. Je vous demande de remplir, de donner votre avis sur la session. Donc, j'ai partagé un lien Google Doc justement pour donner votre avis et noter la session. Donc, ensemble, des applaudissements pour Ousseynou et merci beaucoup pour cette excellente présentation. En espérant que ça a été très bénéfique pour tous les participants. Merci infiniment et voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans les autres sessions qui vont commencer très bientôt. Merci à vous. Merci.